Eh bien, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de Géopolitique Profonde, c'est le 4e du nom. Un grand merci à la technique, la personne de Virginie pour la réalisation de cette émission. Et pour Patrice au standard, toujours fidèle au poste. Alors la Rastam est excusée aujourd'hui. Bon, j'ai vérifié son billet d'absence, ça passera pour cette fois-ci, mais cette fois-ci seulement. Français, réveillez-vous, c'est le thème de cette émission. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron, le 21 novembre devant les patrons de PME. Réveillez-vous pour devenir enfin de bons et véritables petits cosmopolites désinhibés comme lui. Cela s'entend ainsi bien évidemment dans la bouche de Macron. Et mais si finalement il était entendu, mais peut-être pas par ceux qui l'imaginent, et peut-être pas comme il l'entend et l'espère. Les voyants sont au rouge pour les mondialistes. Dans le monde en ce moment, c'est tout l'objet de notre revue de presse de ce jour. Je vais commencer cette revue de presse par un dossier français. Crépol dans la Drôme, que s'est-il passé dans la nuit du 19 novembre dernier? Zoom sur cette France que l'on massacre à l'heure des pogroms anti-blancs. La salle des fêtes de Crépol accueillait son traditionnel bal de l'hiver, un rendez-vous comme il y en a tant d'autres, dont on mesure la poésie par un éclat de rire, une chanson populaire ou une danse endiablée pour impressionner les copains. À 2h10 du matin, une bande s'est présentée au vigile qui encadrait la salle des fêtes, avec la volonté d'y pénétrer sans y avoir été conviés. Très vite, ceux qui se sont avérés être des jeunes de cité, dit-on entre guillemets, selon plusieurs témoins, ont encerclé la salle et planté au couteau les gens à l'aveugle. Le videur s'est fait trancher les doigts, tandis que des jeunes du village étaient projetés au sol et poignardés. Une indicible sauvagerie s'est répandue en quelques minutes à travers la salle des fêtes. À l'arrivée des gendarmes, les jeunes en survêtements et baskets, selon un autre témoin, ont pris la fuite et laissent derrière eux une scène de terreur. On fait des massages cardiaques, le sol est jonché de sang. Et les corps gisent à terre. Thomas, 16 ans, meurt des suites de ses blessures. Il y a 18 blessés. C'est le narratif du journal du dimanche. Alors de quoi s'agit-il? D'un fait divers? Au pire d'une rixe ou d'un règlement de compte, c'est la version AFP, France Inter, ces deux organes de presse qui donnent le là en France aujourd'hui. Entre la rubrique des chiens écrasés et les petites annonces, c'est à peine caricaturé. Un drame lié à l'ensauvagement de notre société. C'est la version quasi unanime de notre classe politique, Darmanin et Macron en tête. Une belle façon de s'auto-amnistier d'entrée de toutes sortes de responsabilités. C'est la société française qui s'ensauvage, mon bon monsieur. À Crépol, ça nous est littéralement tombé du ciel, vous savez, comme les Gaulois. Parler d'ensauvagement, tout le monde le dit, même sur CNews et au Rassemblement National. C'est une formule, moi, que je trouve particulièrement dégueulasse. Car elle sous-entend qu'il n'y a pas de différence entre les agresseurs et les victimes. Imaginez qu'on ait pu dire cela du 7 octobre en Israël. Ce drame est la conséquence de l'ensauvagement de la société israélo-palestinienne. Le gag. Prévoyez les injures de Meyer Habib, chien, salaud, entre deux gémissements entendus à l'Assemblée, après que ce dernier ait visionné les images du massacre du 7 octobre. C'est mon peuple qu'on décime, geint-il. Lequel de peuple, Meyer Habib? Israël? Non, la France, mon gars, dont tu es censé être un élu, mais dont en tant que centriste tu as prouvé que tu n'en avais que faire. Parler d'ensauvagement de la société française, c'est nous amalgamer tous, sauf eux, je suppose, qui n'y sont pour rien. C'est l'attitude de Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Les jeunes, c'est tous les mêmes, notre société étant si violente. Alors les plus hardis parlent de razzia. On cherche ainsi à cibler une communauté spécifique culturellement parlant, les Arabes, une expédition opportuniste pour prendre butin et esclaves. Sauf qu'il s'agit ici de minorer fortement ce qui s'est passé à Crépol, où il fut question de meurtre, de tuer des blancs à l'arme blanche. Égorgement compris. Non, le seul mot qui peut convenir ici, n'en déplaise aux défenseurs de l'éternel fait unique de la religion de la Shoah, c'est celui de pogrom, justement. Non pas à Crépol, un pogrom anti-juif, mais anti-français, même, disons-le, anti-blanc. Le pogrom, signification en russe d'une attaque armée par surprise d'une population sans défense, à des fins d'élimination.
Un crime ethnique sur le territoire français perpétré par des populations issues de l'immigration extra-européenne à l'encontre des populations autochtones souchiennes vivant en France depuis toujours. Alors rappelons un chat. Nous avons l'obligation de nous émouvoir lorsqu'il s'agit de victimes innocentes d'une rave party supernova en Israël, ces jeunes progressistes qui aiment tout le monde et qui meurent sous les coups des bourreaux terroristes. Mais nous permettre de nous émouvoir de jeunes prolos allant au bal du village et devenus victimes des racailles barbares des cités, ah non, fichu monde rural des demi-mongols tentés par le vote RN, vous n'y pensez pas. Le jeune Thomas, en plus, était rugbyman. Ça, c'était pas un bouddhiste vegan non genré, c'était un jeune genre baguette et béret. Quelle horreur, cette France qui écœure la bobocratie parisienne et ses journaux de référence, Libé, Le Monde, et puis presque tous les autres. Interdiction totale de nous émouvoir et de poser la question sur qui a permis cela. Qui a fait que ce petit village, qui ne bénéficie certainement plus des services élémentaires de l'État, la poste, le commissariat, le transport public, l'hôpital de proximité, et dont le seul et unique avantage devait être la tranquillité, devienne un théâtre de chaos et de guerre? Je vous demande, qui a permis cela? Est-ce nous, les Français ensauvagés, ou bien ceux qui nous gouvernent à coups de matraquage fiscal et d'idéologie multiculturaliste, cosmopolite et mondialiste? La réaction de la société française sera pour sa part sans surprise. Marche blanche organisée par la famille, bien évidemment, hostile à toute récupération politicienne. Ce sont les journalistes qui le disent. La gauche, pour sa part, criera au « pas d'amalgame !» Halte à la récupération politique. Il n'y a aucun rapport avec l'immigration. Tout, vous savez, en un seul mot. Quelle indécence, dira Borne, l'indécence faite femme, quand la prudence et la décence sont à géométrie variable. Marche blanche pour crime anti-blanc à l'arme blanche. Ça laisse rêveur, non? Ces sauvages doivent être mis à l'écart de notre société, lance incisif le grand-père de Thomas lors des obsèques. Il faut que justice soit faite, a-t-on entendu dans le cortège de la marche blanche. Il y en a encore qui y croient dans la justice de leur pays. C'est beau. Pour le reste, toujours cet art consommé de la litote lorsque la barbarie s'exprime en France. Coup de couteau au thorax pour en plein cœur, au niveau du cou pour égorgement. Alors le nom de la principale victime est connu, Thomas. Pas ceux de ses bourreaux, sont probablement pas des Tchétchènes cette fois-ci, donc on ne dit rien. Comme certains sont adultes, impossible d'en changer le prénom, Pierre-Paul Jacques, bien évidemment. Alors Darmanin a la liste des noms, mais ne les divulgue pas. Secret défense, selon un ministre qui anonymement explique que sa divulgation pourrait mettre le feu aux poudres. On se demande bien pourquoi. Mais ce sont des Français, cher monsieur. Même pas tous des Français de papier. Le profil des assassins, finalement. Les personnes qui ont été interpellées font tous partie d'une même bande d'une trentaine de jeunes au total, glisse un habitant du quartier qui affirme les connaître depuis des années. D'après cet homme, dont les propos sont corroborés par d'autres riverains, les jeunes interpellés traînent tous à pied du même bâtiment, les Érables. Ils gravitent autour de quelques dealers du même âge pour lesquels ils font les petites mains notamment comme guetteurs. Quand ils sont en bande, ils peuvent être très violents. Certains ont des couteaux sur eux, ils tirent des mortiers, ils font des rodéos urbains, poursuit un troisième habitant. Des jeunes comme Naël, c'est des chances pour la France, ça. Il y en a des dizaines de milliers en France qui ont ce profil dans nos cités, non? Alors, sommes-nous au bord de la guerre civile? C'est une guerre civile et ethnique en gestation, nous dit Marion Maréchal. Mais pourquoi en gestation, en fait? Comme si nous n'y étions pas déjà en guerre. La France l'était pour moins que cela, il n'y a pas longtemps, selon Macron, pour une simple grippette. On est au bord de « ça va péter » en gestation. Une façon finalement de sauver les apparences, de faire durer le plaisir, d'éviter de faire un choix sans appel et sans détour possible. Une façon de ménager encore quelques élections avant la fin. Encore une minute, monsieur le bourreau. En agissant ainsi, nous n'aurons bientôt plus même ni les choix des armes, ni l'initiative de ce qui vient. Nous avons connu cela en 39-40 avec la ligne Maginot, avec le résultat que l'on sait. La guerre civile, finalement, c'est ceux qui y pensent le moins, paraît-il, qui censurent le plus. La préfète du Rhône interdit une marche à Lyon organisée par l'extrême droite en faveur du jeune Thomas pour risque de troubles à l'ordre public. Inquiétude autour de slogans xénophobes et provocations à la haine susceptibles d'être prononcées. Oula! Ce qui ne risque pas d'arriver lors des manifestations en soutien à la famille de notre petit ange Naël à Nanterre. L'association qui organisait la manifestation à Lyon, les Remparts, est taxée de groupuscule par les médias. Groupuscule, quelle horreur. Mais pourquoi faut-il en avoir peur, puisque c'est un groupuscule? On est toujours dans cette notion, souvenez-vous, j'en parle souvent, de tiers inclus. On y reviendra. Et pendant ce temps-là, les maires
Le tiers du 105e congrès de l'Association des maires de France qui s'ouvre lundi annonce la couleur. Commune attaquée, République menacée, souligne David Lisnard. Ça pleurniche sur sa condition de maire, mais au final, ça ne fait rien pour ses administrés en matière de sécurité, en particulier. Crépol toujours. Yanukovych, démocratiquement élu d'ailleurs en 2010, de suspendre la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Cette révolution a triomphé sous les applaudissements unanimes de l'Occident enchanté. 10 ans plus tard, nous pouvons constater que malgré la prise de pouvoir par ce mouvement populaire en faveur de l'Union européenne et de l'OTAN, l'Ukraine n'est toujours ni membre de l'Union européenne ni de l'OTAN. Par contre, elle a perdu plus d'un quart de son territoire entre une guerre avec la Russie et l'annexion de la Crimée. Un tiers de sa population a fui l'Ukraine. Elle a perdu une grande partie de sa souveraineté. Elle est en banqueroute. Un sacré défi, tout ça en l'espace de 10 ans. Un chapeau. Et aussi, si l'Ukraine perdait la guerre contre la Russie, la question est taboue chez les Ukrainiens comme chez leurs alliés occidentaux, tant elle est lourde d'implications. Mais après 21 mois de guerre, alors que depuis l'échec de la contre-offensive, les fronts militaires sont gelés, certains se posent discrètement la question. Concurrence de la guerre au Proche-Orient d'abord, nous sommes engagés dans une compétition avec Israël pour les munitions américaines, et ce sera pire quand les bombardiers américains F-16 arriveront, car les Israéliens ont les mêmes, et il n'est pas sûr que les États-Unis aient le budget suffisant pour fournir assez de munitions aux deux pays, explique un ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. Le temps joue contre nous, prévient-il. À qui le dis-tu ? Russie, pensée dans un miroir. La guerre en Ukraine, la Russie a gracié un tueur sataniste et cannibale parti combattre. Nikolai Yogolalobiak, condamné à 20 ans de prison en 2010, a été gracié par le président Vladimir Poutine et est rentré chez lui début novembre, selon le portail d'information 76 rue de la région de Yaroslav, où l'intéressé s'est installé et où ses crimes avaient été commis. À l'époque, ces meurtres avaient défrayé la chronique et choqué la Russie. Quelle horreur ce Poutine. Nous, les satanistes, comme la tueuse de Lola, on les juge irresponsables. Quant aux cannibales, on en fait des films à leur gloire, genre Le silence des agneaux. Ça, c'est une vraie démocratie civilisée. Vive Radio Courtoisie en Russie toujours. En Russie, la Douma veut bannir les mots étrangers. Ils ont bien raison. C'est un nouvel avatar de la politique de défiance envers l'Occident qui accompagne la guerre russe en Ukraine, selon le Figaro. Les députés de la Douma préparent une loi prévoyant d'interdire l'emploi de mots étrangers sur les enseignes et les affiches dans l'espace public. Fini les sales pour solde, coffee ou café, open et office. Omniprésent dans les rues et sur les vitrines des villes de Russie. Le texte soumis aux parlementaires stipule que les panneaux de signalisation, le nom des marchandises, des quartiers et des complexes résidentiels devront être écrits en russe, c'est-à-dire utilisant l'alphabet cyrillique et non plus latin, comme c'est fréquemment le cas. Finalement, derrière l'Occident abusivement employé, il y a l'interdiction de l'usage des mots anglais en Russie. Réjouissons-nous. Russie, enfin et toujours. Dimitri Tkochko, vous savez, habitué de Radio Courtoisie, ancien journaliste de l'AFP, revient de Russie. Il nous livre ce témoignage. En Russie, plus d'Auchan, de Leroy Merlin. Rassurez-vous, braves gens, vous pouvez retourner et arrêter de boycotter Auchan et Leroy Merlin, il n'y en a plus en Russie. Les entreprises européennes sont remplacées par des entreprises américaines. Cette guerre russo-ukrainienne, c'est donc bien une guerre américaine, anglo-saxonne, contre l'Europe. Européens, réveillez-vous. Le monde change. Elon Musk est-il le diable ? Elon Musk se trouve encore au cœur d'une polémique. Le milliardaire est accusé de promouvoir la haine antisémite après un message publié sur son réseau social X, c'est ex-Twitter, mercredi 15 novembre. Un internaute a écrit « Les communautés juives ont poussé le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu'elles prétendent vouloir que les gens cessent d'utiliser contre elles. » Ce à quoi Elon Musk a commenté « Tu as dit l'exacte vérité. » Dans une seconde réponse, le milliardaire pointe du doigt l'Anti-Defamation League, ADL, d'une organisation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. L'ADL attaque injustement la majorité des Occidentaux, malgré le fait que la majorité de l'Occident soutient les personnes juives et Israël, nous dit Musk. Dans plusieurs messages likés des dizaines de milliers de fois, il accuse l'ADL et autres organisations de promouvoir le racisme anti-blanc, anti-asiatique ou n'importe quel type de racisme. Alors la Maison-Blanche dénonce le complotisme d'Elon Musk, l'honneur est sauf, mais l'Amérique de Trump se réveille.
Pays-Bas, l'extrême droite aux portes du pouvoir après la victoire du populiste Geert Wilders aux législatives. Ce dernier a été, rappelons-le, menacé par plusieurs fatwas d'imams appelant à le décapiter et vit sous protection 24 heures sur 24. Alors l'homme a fixé le cap. Les Néerlandais espèrent que le peuple pourra récupérer son pays et que nous veillerons à ce que le tsunami des demandeurs d'asile et de l'immigration soit réduit. Le responsable politique qui avait critiqué la venue du président Zelensky au printemps dernier à La Haye est opposé à la livraison d'armes à l'Ukraine qu'il refuse de voir rejoindre l'OTAN. Considéré comme le Donald Trump des Pays-Bas, il est désormais sur le point de diriger le pays. Et le pire est que tout le monde veut bien dorénavant gouverner avec lui, un populiste anti-immigration, anti-islam, eurosceptique. Il sera dans ce pays gangréné par l'immigration extra-européenne, membre éminent de l'Union européenne, Premier ministre d'ici peu. À suivre. Là, la Hollande, l'autre pays du fromage, se réveille. Dublin, scène de chaos à Dublin après une attaque au couteau perpétrée par un individu qualifié de migrant algérien sur les réseaux sociaux et par de nombreux manifestants qui a blessé 5 personnes, dont 3 enfants dans une attaque au couteau jeudi après-midi. Les contestataires brandissaient jeudi soir des pancartes Irish Lives Matter. Bah oui. Sur les réseaux sociaux, des vidéos amateurs montrent de jeunes individus drapeaux irlandais autour de la taille détruire à coups de poing et de bâton des véhicules de police. La colère est intense contre un État qui a failli à protéger ses concitoyens. Des témoignages indiquent même qu'un centre pour migrants a été incendié. Alors d'après l'AFP, la foule se serait montrée hostile envers les médias mainstream. De grand chemin, je dis pour ma part. Des Irlandais sont attaqués par ces ordures des étrangers, selon le discours des manifestants. Aurait aussi lancé un individu dans les heurts. Un responsable de la police a d'ailleurs évoqué devant des journalistes une faction de hooligans dingues, mue par une idéologie d'extrême droite, déplorant des rumeurs et insinuations répandues à des fins malveillantes. Sur les réseaux sociaux en tout cas, certains internautes prêtent aux manifestants une volonté d'opposition aux politiques d'immigration du pays, quand d'autres les qualifient de révoltés. Ils font honte à Dublin, honte à l'Irlande, honte à leur famille et à eux-mêmes, a déclaré le Premier ministre irlandais. Léo Varadkar, qui tient ici la palme de l'indécence politique occidentale de la semaine. Irlandais, vous vous réveillez. Le fou argentin, El Loco El Mato, le candidat TikTok serait-il un président toqué ? Argentine, écrasante victoire de l'ultralibéral, donc anti-système. Il y a Javier Milei à la présidentielle. Le candidat de la Liberté Avance a obtenu 56% des voix contre 44% à son adversaire péroniste. Il va devenir le 10 décembre prochain le nouveau président de la République argentine. Alors aujourd'hui commence la reconstruction de l'Argentine, a clamé Javier Milei devant des partisans aux anges. Aujourd'hui commence la fin de la décadence. Le modèle appauvrissant de l'État omniprésent est fini. Aujourd'hui, nous embrassons les idées de liberté et celles de nos pères fondateurs. Alors il a averti qu'il sera très dur avec ceux qui résisteront par la violence aux réformes qu'il propose et qu'il n'y aura pas de demi-mesure ni de tiédeur. Ainsi parle El Peluca, la perruque en version française, à la manière d'un chanteur de Britpop entre le mulet et la mèche comme sculpté, qui lui vaut ce surnom. La coupe de cheveux, ça compte chez nos antisystèmes comme Geert Wilders ou encore Trump. Il faut un système pileux, les crinières doivent en imposer. À l'inverse des hors-sols, regardez Édouard Philippe, le malheureux là, frappé maintenant d'alopécie après son vitiligo. On dirait le masque de Fantomas. Alors, Javier Milei, il a 53 ans, il a surgi dans la vie politique il y a 2 ans en devenant député de Buenos Aires. Il avait auparavant fait une carrière d'économiste, souvent invité sur les plateaux de télévision et apprécié pour ses outrances et ses colères devant les caméras. « Je suis le lion, je suis le roi », clame-t-il souvent lors de ses meetings. Le programme de choc de Milei repose sur la réduction des domaines d'intervention de l'État et la privatisation des entreprises publiques. Pour ce faire, il a promis de supprimer le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, des Affaires sociales et celui du droit des femmes. Il veut que le secteur privé prenne en charge la santé et l'éducation et supprimer les aides sociales pour rétablir les comptes de l'État. Il a promis également de revenir sur la loi autorisant l'avortement, adopté en 2020. Plus généralement, il veut en finir avec la caste des corrompus dans laquelle il regroupe des hommes politiques et des journalistes. Alors, un florilège rapide d'El Loco. Entre la mafia et l'État, moi je préfère la mafia. La mafia a des codes, elle tient ses engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive. Dans une autre déclaration, cette fois-ci particulièrement vulgaire, il assène. L'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enduits de vaseline. Bravo pour la formule quand même.
chapeau, El Loco. Enfin, face à l'inflation catastrophique des 2 dernières décennies, il vise tout particulièrement la monnaie argentine, le pesos, qu'il qualifie d'excrément. Rien que ça. Jamais en pesos, jamais en pesos. Il y a moins de valeur que l'excrément, ce déchet ne sert même pas à fabriquer de l'engrais. C'est sa mesure phare, détruire à la tronçonneuse la banque centrale, abandonner le peso argentin et dollariser l'économie pour lutter contre l'inflation. Alors, fidèle à sa rhétorique provocatrice, il a donc, je vous avais dit, proposé de supprimer le ministère de la Femme. Dans mon gouvernement, il n'y aura pas de marxisme culturel, dit-il, et le ministère de la Femme, je l'éliminerai, je ne m'excuserai pas d'avoir un pénis, je n'ai pas à avoir honte d'être un homme blanc, blond, aux yeux bleu clair. J'ai pas remarqué qu'il était spécialement blond, mais bon. A-t-il déclaré en mai 2022. Le Trump argentin s'en est pris aussi directement au pape François, lui-même argentin, qui a fait de la justice sociale un de ses grands axes, vous savez, de son pontificat. Le pape, je vais vous le dire en face, c'est le représentant du diable sur terre. Il faudrait informer l'idiot qui se trouve à Rome que l'envie, qui est le fondement de la justice sociale, c'est un péché capital, a-t-il notamment affirmé. Milley a également qualifié François de jésuite qui promeut le communisme. Rappelons aussi que El Loco est aussi pour la vente d'organes afin de lutter contre la pauvreté et pour le clonage des animaux domestiques et de tous ceux qui nous sont chers. Monde monstre, à chacun de juger. L'Argentine entre réveil et cauchemar. Papy Biden, Sleepy Joe, en ce lundi 20 novembre, Biden fêtait ses 81e anniversaire et à cette occasion, le Politico nous rapporte des indiscrétions des membres de la Maison-Blanche. Papy se ferait trop vieux, il faudrait le passer un peu moins devant les caméras. On a pu voir le résultat durant le sommet de la PEC, entre autres. Et il faudrait revoir avec attention ses chaussures car il a de plus en plus de mal à marcher sans trébucher. Un bon conseil aux conseillers de la Maison-Blanche, Made in France Cocorico, achetez-lui des charentaises. Pour les adresses, demandez à Madame le ministre Panier Runacher, elle sait où les trouver. Sinon, t'as 17 ans, la méprise de Joe Biden sur l'âge d'une petite fille. Creepy Joe est de retour, ont titré certains médias anglo-saxons. Ce surnom, qui peut être traduit par Joe l'angoissant, revient après une nouvelle séquence qui a mis mal à l'aise de nombreux internautes. Le dimanche 19 novembre, le président démocrate Joe Biden et son épouse Jill étaient en train de participer à un événement sur Thanksgiving. Et vers la fin de son discours, le président américain s'est adressé à une petite fille qui semblait porter des oreilles de chat. Vous savez, en plus, c'est mignon en guise de serre-tête. « Ouh, j'aime tes oreilles, je les aime. Elles sont vraiment cool. Quel est ton nom ?» lui a ainsi demandé Biden. La fillette hésitante baisse les yeux timidement en répondant « Catherine. » « Quel joli nom, c'est le nom de ma maman. » C'est vrai qu'il est souvent dans les meetings, Biden recherche sa maman, qui est décédée depuis fort longtemps. Quel âge as-tu ? 17 ans ? Demande alors le président. Un petit garçon à côté répond à sa place, déclarant qu'elle a 6 ans. Faussement surpris, Biden enchaîne. 6 ans ? Avant de se diriger son attention vers le garçon, le taquinant, lui demandant s'il avait lui-même 15 ans. Ce à quoi l'enfant déclare en avoir 4. 4 ans. Tu es un gars assez grand. Alors je sais pas à quoi il joue Biden, 17 ans. On sait que c'est à peu près la majorité sexuelle. C'est quand même un enfant de 6 ans, on le rappelle. Sleepy Joe, lui, ne s'est toujours pas réveillé. Paris, comme Annie Dingo, n'ont plus de limite. Le périphérique va bientôt être limité à 50 km/h. Cette mesure a été dévoilée par la ville de Paris ce mercredi lors de la présentation du plan climat, bien sûr, c'est lié, de la capitale. Celui-ci entend mettre un frein à la circulation automobile. Les conducteurs parisiens vont de nouveau devoir mettre le pied sur la pédale de frein après un premier abaissement de la vitesse sur le boulevard périphérique de 70 km/h, c'était 80 avant. En 2014, la ville de Paris a annoncé qu'elle comptait désormais limiter la vitesse à 50 km/h sur les 35 km de voies qui ceinturent la capitale. Cette mesure entrera en vigueur le 14 septembre 2024, dès la fin des Jeux Olympiques. Alors, on va en baver pendant les Jeux Olympiques et puis après. Elle s'accompagne d'un second changement pour le périph', la réservation d'une voie entièrement dédiée au covoiturage et au transport collectif. Cette voie sera celle qui, au cours de l'été, justement 2024, servira de voie olympique, une voie séparée du reste du boulevard et réservée à la circulation des sportifs
et des officiels, bien sûr, pour les Jeux Olympiques, dont Madame le ministre, qui n'aura comme ça aucun problème de transport pour ce qui la concerne. De toute façon, elle n'en a jamais avec ses chauffeurs. La mairie annonce par ailleurs, dans son plan climat, la création d'un cœur piéton, qu'est-ce que c'est beau, dans chacun des 20 arrondissements de la capitale, ainsi que l'installation d'une zone apaisée à grande échelle, également dénommée Zone à trafic limité, ZTL, dans le centre de Paris. Alors les autocars de tourisme seront bientôt interdits de circulation dans le centre de Paris, dans cette zone à trafic limité. La circulation sera réservée aux piétons, vélos, transports en commun et à certaines catégories d'usagers. Pourtant, le bilan est accablant pour Anne Hidalgo. C'est Fabrice Lucchini qui en parle le mieux. Anne Hidalgo a transformé cette ville en un chaos de haine anarchiste. Le seul qu'on n'entend plus, c'est le vrai prolo en voiture. Il y a 30 ans, il criait en ouvrant sa fenêtre « Connard !» T'as pas vu le feu rouge? Aujourd'hui, il n'ouvre même plus sa fenêtre et ne crie même plus. Il est en dépression. Il a mis 1h30 pour faire 11,30 mètres. Il n'y a plus de relation de courtoisie. Il n'y a plus que l'indifférence haineuse. Parisien automobiliste, réveillez! RATP SNCF, le sexe neutre divise les entreprises. Des associations reprochent à certains groupes le maintien des civilités monsieur et madame sur les formulaires. La Cour de justice de l'Union européenne doit trancher. Les associations qui demandent l'institutionnalisation d'un sexe neutre en France auraient-elles cette fois-ci gain de cause? Alors le débat s'intensifie. La Commission européenne a d'ailleurs rendu dans le cadre de cette procédure au long cours, il y a quelques jours, un avis défavorable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL qui avait défendu le maintien des civilités madame et monsieur sur les formulaires de la SNCF. L'affaire remonte à 2021 et à la plainte devant la CNIL des associations Stop Homophobie, Mousse et de 64 usagers. Ces derniers reprochaient à la SNCF de discriminer les personnes ne se reconnaissant dans aucune des deux options proposées par le groupe. Alors pendant ce temps-là, Jean Castex s'auto-congratule de ses résultats à la tête de la RATP. Heureux de jouer avec ses petits trains. Pas les usagers, des fermetures de lignes, des incidents à répétition ou encore des temps d'attente rallongés. Prenez les transports en commun, nous serions ceux qui ne les prennent jamais, se plaint cet usager des lignes 8 et 10. Que dire de plus? Ah si, que j'ai battu un record ce matin en mettant 1h50 à faire République Pont de Garigliano, écrit un autre. Si la ligne 8 n'est pas perturbée, tous les jours de novembre, elle s'autodétruit, c'est ça, ras-le-bol de tous ces problèmes, s'agace un troisième. Et beaucoup s'interrogent sur la qualité de service que leur sera offerte pendant les Jeux Olympiques. La RATP n'est pas en mesure de faire fonctionner correctement les lignes en temps normal. Imaginez la situation pour les Jeux Olympiques l'an dernier. Enfin, il y aura la voie du périphérique, vous inquiétez pas. Usagers de la RATP. Pour finir, ma rubrique préférée, la fin du monde est reportée à une date antérieure. Suite, mais pas fin. On l'appelle circulation, ne vous inquiétez pas, on ne reparle pas du périphérique, on l'appelle circulation méridienne de retournement atlantique, ça s'appelle l'AMOC. Ce courant marin qui joue un rôle de thermostat au niveau du climat mondial est en train de se détraquer, s'alarme une nouvelle étude parue jeudi 5 août dans la revue Nature Climate Change. Moi, avec mon éco-anxiété, je vais être obligé de retourner chez mon psy, là, je m'angoisse déjà. Je ne m'attendais pas à ce que des signes de déstabilisation soient déjà visibles, je trouve cela effrayant, a réagi Niklas Bors, auteur de l'étude citée par The Guardian, pour qui cela pourrait présager d'un effondrement de la AMOC. Rien que ça. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, prévient-il, car si les scientifiques attribuent ces dérèglements au réchauffement climatique, bien sûr, toujours, causés par l'activité humaine, l'écroulement de ce système viendrait encore accélérer la hausse des températures, plongeant notre planète dans un terrible et imprévisible cercle vicieux. L'effondrement de l'AMOC constitue ce que les experts du climat appellent un seuil de rupture, à savoir un moment où le climat basculerait soudainement et de manière irréversible dans un état complètement différent de celui que nous connaissons. Alors les conséquences de cette bascule seraient en effet immenses sur le climat. Et voilà, incroyable conséquence, chers auditeurs, écoutez bien, incroyable conséquence de l'effondrement de l'AMOC. Et ce sont les mêmes qui parlent. Les températures deviendraient beaucoup plus fraîches dans l'hémisphère nord, avec une augmentation du nombre de tempêtes, tandis que le niveau de l'océan Atlantique connaîtrait une forte hausse. Eh bien, vous avez bien entendu, le réchauffement climatique et la sécheresse vont engendrer plus de fraîcheur et plus de pluie. Français, réveillez-vous! Le libre journal de géopolitique profonde, c'est une chronique maintenant que vous allez avoir. Vous avez déjà une chronique là, et vous la retrouvez toutes les semaines, à laquelle d'ailleurs, la chronique que je fais, vous pouvez y participer en cas d'information exclusive que vous pourriez détenir sur tel ou tel sujet politique, économique, social,
international, tout ce que vous le souhaitez. La cloche, c'est Wall Street qui ouvre à la hausse. Bonjour Arnaud Biéguin, vous êtes là parmi nous? Bonjour Nicolas. Voilà. Oui, je suis là, fidèle à l'appel, bien sûr. Fidèle à l'appel pour cette chronique. Je rappelle que Arnaud est un, je suis désolé d'employer toujours ce mot anglais, est un trader sur Pas le actions. choix. On n'a pas le choix. Crypto-monnaie et options depuis plusieurs années, c'est son job à temps plein, c'est son travail, on va pas dire job en plus. Il propose également de l'éducation sur cette thématique à travers des formations, du coaching individuel ou de groupe et la possibilité de recopier ses positions au quotidien. Il croit fermement, et il a raison certainement, que tout un chacun, et peu importe son appartenance sociale, peut augmenter la valeur de son patrimoine sous condition d'avoir la bonne éducation et de se donner les moyens de réussir en étant rigoureux et en adoptant une démarche professionnelle. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien Arnaud, et puis vous allez prendre ma suite. Une demi-heure de chronique, ça fatigue, mais là on va vous écouter pendant 10 bonnes minutes, et j'aimerais peut-être, si vous le voulez bien, dans la chronique de cette semaine, Arnaud, que vous débutiez, parce que nous avons eu dans les semaines précédentes des auditeurs qui avaient écouté votre première intervention il y a 2 semaines et qui nous avaient demandé des éléments complémentaires sur les cryptos. Est-ce que vous pourriez éventuellement débuter cette chronique sur ce thème? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'engouement sur les crypto-monnaies parce qu'on a eu quelques questions dessus. Et donc, je me devais quand même d'éclaircir tout ça. Et là, je vais vous présenter les 3 principales caractéristiques de la blockchain et de la crypto-monnaie reine, le Bitcoin, la crypto-monnaie originelle, de façon à ce que vous compreniez tout ça. Voilà. Ça sera simple et après ça, vous aurez tout compris. Allons-y. Donc, premièrement, Bitcoin, c'est une arme de destruction massive contre la censure. Ça, faut le comprendre. Bitcoin, c'est une technologie qui permet d'échanger de la valeur de particulier à particulier sans demander la permission à personne. Alors, quand je parle de valeur, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des titres de propriété ou un vote. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'Internet 2.0, on pourrait s'échanger de l'information. Donc voilà, des fichiers vidéo, des fichiers texte, des fichiers audio. Ça, c'était duplicable. Voilà, je vous envoie une vidéo, je l'ai et vous l'avez aussi, c'est la même. Dans le cadre de Bitcoin, dans le cadre de la valeur, c'est autre chose. Par exemple, je vous envoie une somme d'argent, vous la recevez sur votre compte, ben moi, je la perds de mon côté. Et Bitcoin, ça a été créé pour ça, c'est pour régler ce problème d'échange de valeur et de non-duplicité. Voilà. Donc, Bitcoin permet d'envoyer de l'argent de particulier à particulier. Et je peux vous envoyer 1000 euros, 10 millions d'euros. Vous le recevrez dans 1 minute 30, le temps que les transactions soient validées dans la blockchain. Et puis voilà, et j'ai besoin de demander la permission à personne. Je fais ce que je veux, quand je veux, de mon épargne. Ça, c'est déjà une première chose, c'est déjà pas mal. Ensuite, deuxième chose, Bitcoin, c'est un coffre-fort virtuel. Alors, prenons l'exemple d'un État qui a des problèmes de dette, il est très très endetté, qui n'arrive pas du tout à créer de la croissance pour régler sa dette, dont le budget est extrêmement mal géré. Bon voilà, prenons la France par exemple, qui est une très 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 bon exemple. Vous avez d'un côté cet État, de l'autre côté vous avez l'épargne des citoyens, des Français, voilà cet argent liquide là, bien gras là, bien. On a envie de taper dedans. C'est sur des livrets, on a envie de taper dedans. Et je vais vous dire, on a envie de taper dedans et on peut légalement le faire. Voilà, la France a le droit légalement d'aller chercher, piocher, racketter ses citoyens sans problème si elle estime qu'elle en a le besoin. Alors avec Bitcoin, c'est pas possible. Bitcoin, ça vous rend souverain de votre épargne. Personne ne peut mettre la main dessus. C'est juste vous-même, c'est vous qui avez la clé. Personne, même un État, une banque, personne ne peut mettre la main dessus, sinon vous. Alors, vous pouvez partir dans la tombe avec vos Bitcoin, c'est pas un problème. Si vous ne donnez jamais votre clé, si vous ne partagez jamais votre clé, eh bien, personne ne peut y accéder. C'est un coffre-fort virtuel. Donc, en l'occurrence, la France et n'importe qui, personne ne peut mettre la main dessus. Troisième chose hyper importante, très importante, c'est que le Bitcoin, il est limité en nombre d'unités. Il aura 21 millions et pas un de plus.
Alors, vous savez, les monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, ben, c'est très facile d'en augmenter la quantité en circulation. Voilà, théoriquement, demain, on peut avoir 4 fois plus d'euros en circulation sur le marché. Pas de problème. Et bien sûr, votre pouvoir d'achat aura diminué par 4, divisé par 4. Ça, c'est un problème, par contre. Avec Bitcoin, c'est pas possible. Par exemple, on peut prendre la comparaison avec l'or, par exemple, pour avoir de l'or, il faut en extraire. Il faut faire un travail, il faut extraire de l'or, des mines d'or, etc. Et, et cet or, il est en quantité limitée, c'est une matière première. Et bien avec Bitcoin, c'est un peu pareil. Pour produire du Bitcoin, il faut fournir du travail. C'est pour ça que le consensus de la blockchain est appelé preuve de travail. Et le Bitcoin sera en quantité limitée. Donc, par définition, vu que si tout le monde a bien compris qu'avec ce Bitcoin, on ne peut pas vous prendre votre argent, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le dépenser quand vous voulez, et personne ne pourra jamais rien y faire, a priori, et c'est déjà le cas, il va y avoir une adoption massive, et d'autant plus que les gros fonds d'investissement, eux l'ont déjà compris, BlackRock, etc., sont en train d'acheter du Bitcoin en masse. Et si vous prenez une pression acheteuse extrêmement forte et un nombre limité, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, le prix ne peut que monter. Ça ne peut que monter. Donc, contrairement à l'euro, qui ne fait que perdre de la valeur, eh bien, le Bitcoin, structurellement, par création, ne peut que prendre de la valeur. Donc, si je résume, c'est un coffre-fort virtuel, voilà, pour garder votre argent. Vous êtes souverain, personne ne peut vous le prendre. Vous pouvez en disposer comme vous voulez. Et en plus, ça ne peut que prendre de la valeur. Alors, avec ces arguments, si avec ces 3 arguments, vous n'êtes pas convaincu, je ne sais plus quoi faire. Eh ben oui, c'est une assurance vie contre l'effondrement total de la civilisation, disons. C'est ça, exactement. C'est une belle phrase. C'est ça. Alors, vous êtes à vos heures perdues. Alors, on rappelle, hein, d'ailleurs, on le redira aux auditeurs de la radio Courtoisie, s'ils veulent approfondir un peu toutes ces thématiques, ils vont sur le site de Géopolitique Profonde. Et puis là, ils peuvent échanger avec les responsables du site. Ils peuvent approfondir éventuellement, s'ils le souhaitent, évidemment, toutes ces questions. À vos heures perdues, Arnaud Biéguin, je sais que vous êtes aussi quelqu'un qui vous intéressez un peu à la psychologie du trader, de celui qui joue en bourse. Et vous savez nous dire qu'il y a des erreurs surtout à ne pas commettre. Lorsque l'on fait justement du trading. Et je crois que ce dont vous allez nous parler, ça m'amuse, puisque la première erreur à ne pas négliger, c'est que la taille, ça compte. Tiens La donc. taille, ça compte, Nicolas. Bon, On est bien d'accord. Alors, la première erreur, bien sûr, c'est que ces opérateurs de marché, eh bien, ils sont un peu trop ambitieux. Voilà, ils prennent des positions trop grosses par rapport à leur portefeuille. Euh, ça les met directement en difficulté parce que ça les expose à l'aléatoire d'un trade. Regardez, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un jeu de pile ou face, vous lancez la pièce, vous avez théoriquement une chance sur 2 d'avoir pile ou d'avoir face. Si vous lancez 5 fois la pièce de suite, peut-être que les 2 premiers lancés, vous aurez 2 fois pile et les 3 prochains, vous aurez face. Si sur les 2 premiers lancés, vous pariez 50% de votre capital sur chaque lancé, vous perdez 2 fois, vous êtes mort en fait. Vous avez perdu tout votre capital, alors que sur les 3 prochains, vous aurez été gagnant. Donc, si vous faites attention, si vous prenez des petites tailles de position, vous survivez aux 2 premiers lancers qui étaient perdants, et finalement, vous gagnez sur le long terme. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que pour gagner sur le long terme, pour laisser une chance aux statistiques, aux mathématiques de prendre le pouvoir sur l'aléatoire d'un trade ou deux, donc pour en fait profiter de son avantage statistique, si on a une stratégie gagnante, logique et prouvée bien sûr, hein. il faut absolument prendre des petites tailles de position pour ne pas se mettre en danger par rapport à l'aléatoire voilà, du tirage en fait. Donc voilà, vous avez bien compris, vous remplacez pile par trade perdant et face par trade gagnant. Respectez, soyez humble et gardez des tailles de position petites. Et mon conseil, de ne jamais dépasser sur une position, ne jamais dépasser
5% de la taille de votre portefeuille. Et voilà, avec ça, vous devriez rester en vie. Ça, c'est la première erreur, c'est ça. Première erreur, c'est Voilà. prendre des positions trop grosses. Oui, la deuxième erreur. Euh, deuxième erreur, c'est être trop romantique. Ah, bah Ah, c'est évidemment. s'attacher. Et oui, c'est une erreur en bourse, c'est une erreur. Du moins, voilà, perdre Je le vais contrôle. résumer à chaque fois, Arnaud, hein. Donc là, pour le moment, on est la taille, ça compte, et ne pas être trop romantique. Très bien, ça commence bien. Voilà. Et Bravo. bien, voilà, écoutez, ici, on est viril ici. Je crains la troisième Voilà. erreur, mais je vous laisse sur la deuxième développer. La Excusez-moi. deuxième erreur, c'est de ne pas s'attacher émotionnellement à un actif. Vous achetez une action, vous achetez une crypto. euh, c'est pas grave si ça baisse. Vous coupez la position. Vous devez pas être dans une position où j'ai tort, j'ai raison, j'aime cet actif, je suis sûr qu'il va remonter. Non, n'importe quoi. Vous prenez une position sur des critères qui sont logiques. Si ça baisse, ben, vous coupez. Vous coupez la position. Si ça baisse au-dessous d'un certain niveau que vous avez calculé à l'avance, votre perte doit être connue à l'avance. Ça, vous le savez. Si ça baisse et ça atteint votre perte maximale, vous coupez. Par contre, si ça monte, vous laissez s'exprimer votre position. Et c'est comme ça qu'on gagne. Couper les pertes rapidement et laisser les gains prendre de l'ampleur et grossir. Ça, Hmm. c'est le secret. C'est très facile. Regardez, admettons, vous êtes complètement abruti, vous prenez un trade, vous avez 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre. Ne serait-ce qu'en respectant ça, Oui. quand vous misez, vous perdez un, mais quand vous gagnez deux. Même si vous gagnez une fois sur deux, vous êtes gagnant. Donc, c'est pas compliqué. Juste en respectant ça, vous allez gagner. C'était l'erreur 2. L'erreur C'est 3, ne l'erreur. pas prendre ses responsabilités. Et oui, il faut les Alors prendre, ses ça, alors responsabilités. ça, Oui. ne pas prendre ses responsabilités. Vous savez, on connaît tous quelqu'un, plus ou moins, hein, on va dire, qui n'arrête pas de se plaindre. Voilà, je gagne pas d'argent, je suis pas beau, je suis pas musclé, je plais pas aux femmes. Voilà, quelqu'un, typiquement une personne de gauche, hein, qui est tout le temps en train de se plaindre. Bon. Il est maudit, le Vous malheureux. savez, ce genre de personne insupportable. Bon, alors ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas prendre ses responsabilités. Quand on est quelqu'un de digne, quand on est quelqu'un d'honorable, Hmm. on prend ses responsabilités. Quand on pense qu'on n'est pas assez musclé, on va à la salle. Quand on pense qu'on ne gagne pas assez d'argent, ben on va travailler plus. Et avec ça, je pense qu'on plaît plus aux femmes d'ailleurs. Juste avec ces deux critères. Donc, je veux dire par là que vous, le marché, ne vous en veut pas. Le marché, on n'a rien à faire de vous. Le marché, on n'a absolument rien à faire. Vous faites des erreurs, vous les acceptez, vous les comprenez, vous modifiez ça de façon à ne pas les refaire et vous allez évoluer bien plus profitablement. Je ne sais pas si ça se dit. D'une façon bien plus profitable. C'est beaucoup Oui, plus français. la profitabilité, oui. Oui. Voilà. En résumé, comprendre ses erreurs, les accepter. Et avec ça, je peux vous dire qu'on peut savourer d'autant plus ses victoires parce que c'est pas du hasard. On n'est pas une victime de la vie, du système, etc. On comprend ce que l'on fait, on prend ses responsabilités, on prend ses responsabilités sur ses échecs et on prend effectivement ses responsabilités sur ses succès. Ça fait plaisir. Alors, c'était les 3 erreurs principales. Un petit bonus, peut-être, une quatrième erreur? Ouais, si on peut parler d'une quatrième erreur, voilà, un bonus, c'est, alors, excusez-moi pour l'anglicisme, mais là, je suis obligé, ça s'appelle le FOMO, Ah, donc qu'est-ce c'est que ça Fear veut dire, of ça? Missing Out, ça veut dire la peur de rater l'opportunité. Ah, bah oui. Ça, vous savez, quand on vous parle, il faut absolument que vous investissiez sur ça, là, là, là. À partir du moment où tout le monde vous en parle, de toute façon, c'est un peu trop tard, hein, j'allais dire. Euh, donc ça, c'est la caractéristique de... Ça, c'est typiquement quand on rentre trop tard sur le marché. Quand on vous dit, oui, il fallait acheter ça, voilà, voilà, ça passe partout, j'allais dire BFM TV, etc. Je veux pas citer de... Ah, Uhum. je l'ai fait, tant pis, c'est trop tard. Ça passe partout à la télé, dans les chaînes nationales, etc. Quand on vous dit d'acheter du Bitcoin, c'est trop tard, c'est trop tard. Ça veut dire que vous êtes rentré au top du marché. Ça veut dire que ces Bitcoins que vous allez acheter, mais c'est moi qui vais vous les vendre, en fait. C'est moi qui vais vous les Eh ben vendre oui. en haut du marché. Donc, ne faites pas ça. Le timing, c'est important, tout comme la taille, etc. Il faut rentrer au bon moment Ah oui, c'est sûr. et, et sortir au bon moment.
Je pense que je peux pas faire mieux là. Elle est belle la chronique financière. Hein. Ça commence sur les chapeaux de roue. Même Virginie applaudit, mais enfin, on rit un peu jaune là dans le studio. Non, je plaisante. Très très bien. On en a fini, Arnaud, pour cette fois-ci. Oui, je pense que c'est assez là. Formidable. Eh ben, merci beaucoup Arnaud Biéguin. On rappelle que pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur tous ces sujets financiers, ils vont voir le site de Géopolitique Profonde et puis se mettre en relation avec les responsables de ce site. Merci Arnaud. Et puis à dans 15 jours. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci. Déjà, bonjour et bienvenue dans ce studio de Radio Courtoisie. Bonjour monsieur, et pour moi c'est une séquence émotion ici, puisque en réalité j'écoute depuis longtemps Radio Courtoisie, et je suis également le filleul de Jean-Pierre Rondeau, qui a longtemps été une personne bien connue à Radio Courtoisie. Et donc voilà, séquence émotion pour moi, merci pour votre invitation. Eh bien écoutez, on est très heureux de vous avoir, en plus en chair et en os, c'est toujours mieux qu'en Zoom, et donc on va passer le reste de cette émission, c'est-à-dire presque 3/4 d'heure, sur... Déjà, on va vous présenter, et puis ensuite, sur la dernière livraison du magazine de Géopolitique Profonde, où vous écrivez un article particulièrement remarqué, en tout cas remarqué par moi, sur 5 siècles de subversion internationaliste. C'est le Géopolitique Profonde de novembre 2023. Sous-titre, le djihadisme n'est pas une nouveauté, il n'est que le dernier avatar d'une constante ancienne. Alors ça, on va développer tout ça. Mais auparavant, Jean-Maxime Corneille, je rappelle que vous êtes juriste et analyste français en politique et en questions stratégiques. C'est bien ça ? Tout à fait. Humblement, disons que j'ai accumulé longtemps une expertise et je n'ai pas voulu écrire trop tôt. En réalité, j'ai produit beaucoup de choses qui, de fait, d'ores et déjà me survivront, mais j'ai voulu éviter cet écueil qui, pour moi, est assez problématique. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des gens, et notamment dans les médias, que j'appelle PC, c'est-à-dire la traduction française de mainstream media, actually. PC, en français, c'est à la fois principaux courants et politiquement correct. Donc, je trouve assez efficace de dire MPC ou média PC, comme on dit média mainstream MSN en anglais. Alors, nous, sur Radio Courtoisie, on a une tendance à dire depuis quelque temps média de grand chemin. Vous savez, comme il y a des bandits de grand chemin. C'est ça, je crois que c'est le slogan Despot, initialement. Je crois qu'il faut lui rendre justice, mais tout à fait, ça, c'est très imagé. C'est Despot, vous êtes sûr? C'est pas moi, tiens. Je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, les idées sont libres. Oui. Dans la mesure du possible, la courtoisie, c'est de citer les uns les autres, mais vraiment, à partir du moment où quelqu'un fait un bon mot, il faut le populariser parce que média de grand chemin est vraiment très imagé. Ça leur correspond très bien. Juriste de formation, donc droit public, économique et droit européen, ancien élève de l'école européenne d'intelligence économique. Vous avez travaillé notamment dans des cabinets d'influence politique et d'intelligence économique. C'est ça ? Tout à fait. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la comparaison entre le droit et la pratique, le droit et l'influence. C'est-à-dire que lorsque l'on sort, je trouve vraiment que le droit en tant que formation structure vraiment l'esprit, et c'est encore plus nécessaire aujourd'hui parce que j'ai été récemment prof en lycée, je pourrais d'ailleurs le redevenir, prof d'allemand, et je vois à quel point le climat idéologique du lycée et également la façon dont les esprits sont non pas formés mais déformés, en tout cas ne sont pas formés, sont insuffisamment armés. Je vois par comparaison combien le droit structure l'esprit et fondamentalement ça me sert absolument tous les jours. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai fait mon premier stage, on va dire en droit européen, au Parlement européen. Et j'y ai constaté, j'ai vraiment eu la chance j'étais jeune étudiant, donc j'avais 24 ans à l'époque, en 2007, j'ai siégé au Conseil économique transatlantique à l'époque. Donc c'est quelque chose qui est peu connu. Ça venait d'être créé à l'époque, quelques mois plus tôt. Une délégation interparlementaire entre le Congrès américain et le Parlement européen. Et j'ai remarqué en réalité qu'il y avait une énorme dynamique d'influence américaine. Et quand on lisait les publications noir sur blanc, c'était « L'Europe ne sait pas ce qu'elle veut, mais nous on sait exactement ce que vous voulez. Vous allez endosser nos règles américaines dont on sait absolument qu'elles sont merveilleuses, et comme ça, nous allons convaincre ces mécréants de Chinois et de Coréens ensemble, vous allez voir. » C'était vraiment de l'influence, mais grossière, et pourtant noir sur blanc, ça marchait très bien. Et surtout, j'ai été assez horrifié de voir
le niveau réel des eurodéputés à l'époque. Moi, j'avais une eurodéputée qui était spécialisée en cinéma, je lui faisais des traductions en anglais. C'était un travail vraiment, de fait, inutile par rapport au niveau des enjeux. Et vous Elle ne savez les comprenait pas à ce point-là. C'était vraiment choquant pour moi, à pas mal de niveaux. Et vous savez qu'on considère que les députés européens sont moins mauvais que les députés nationaux. Alors si déjà le niveau est faible au niveau européen, vous pouvez imaginer ce que c'est au niveau national. J'ai une expression pour ça. Ça s'appelle Allez-y. des gibiers de lobbyistes. C'est-à-dire que je ne serais pas, je serais circonspect parce que j'ai déjà rencontré des députés français qui étaient quand même d'un certain niveau et même européens. Mais Oui, à c'est vrai que s'il l'ancienne, faut les faire la masse, députés à l'ancienne, mais je parle de ceux Absolument. d'aujourd'hui. Absolument. Mais surtout depuis l'ère Macron, quand on a fait rentrer des gens de la société civile. Vous savez, Ouais. ça, ce sont typiquement des termes de cabinet de lobbying. La société civile, en soi, ça correspond à une réalité. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on peut facilement, surtout c'est le principe des cabinets de lobbying, créer artificiellement une apparence de société civile. Non, mais- J'ai connu par exemple un Oui. grand lobbyiste à Bruxelles qui me parlait du fait qu'il avait créé le comité pour la banane de ceci, de cela dans le contexte d'une de ses démarches d'influence. Ça se justifiait complètement. Mais bien souvent, quand on parle de société civile et surtout des opérateurs de la société civile qui sont pérennes, bien souvent il y a des financements derrière, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Par contre, quand on avait fait rentrer des nouveaux députés qui n'étaient pas du tout rompus aux jeux et aux artifices parlementaires, là vraiment c'était des gibiers de lobbyistes. Et en effet, en ce sens, il y a une chute des niveaux, mais ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire le système politique le plus facilement influençable qui soit. Mais je vais vous donner un exemple, parce que je suis dans le concret, même si je donne pas le nom, tout le monde va la reconnaître, puisque je suis méchant de nature, tout le monde le sait. La présidente de l'Assemblée nationale, mais elle, c'est vraiment typique. Soi-disant avocate, mais alors elle expliquait au début, quand elle est dans la commission des lois, oui, mais moi le mercredi après-midi, je peux pas être à l'Assemblée parce que j'emmène mes enfants jouer au tennis. Hein. Bon, bah c'était la bonne bourgeoise de Maison Lafitte. C'est tout, cette dame. Et aujourd'hui, elle est présidente de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire elle est parmi les 4 principaux personnages de l'État. Je crois que c'est la 4e position, quelque chose comme ça. Bien, traducteur officiel, bah tenez, j'ai vu que vous parlez beaucoup mieux l'anglais que moi, et le prononcez surtout beaucoup mieux. Donc vous allez le prononcer vous-même. Vous êtes, c'est dans votre fiche en tout cas biographique, vous êtes traducteur officiel et autorisé d'un certain nombre de penseurs de géopolitique. Avant tout, géopolitique d'une part et renseignement d'autre part. Alors, dans l'ordre, qui donc William Engdahl, qui est vraiment, pour moi, ça a été mon maître à penser depuis que j'ai découvert, en fait. C'est un de vos mentors, peut-être. Enfin, on en Complètement. parlera. Voilà. En fait, son ouvrage Pétrole, une guerre d'un siècle est absolument remarquable. Répétez, s'il vous plaît. Pétrole, une guerre d'un siècle. Il l'a écrit quand? A Century of War, daté de 1993 de mémoire. Oh là là, mais- Et, C'est en français quand même. Non, la version initiale qui oui. a été augmentée dans la version française. Mais c'est vous qui avez traduit? Alors celle-là, non, justement, pas la première, mais je l'ai découvert à partir de ce livre-là. Pourquoi ? Parce que je m'étais avant intéressé au pétrole pour des raisons absolument qui sont... quand on découvre vraiment l'importance du sujet pétrole, je dis qu'avec 2 sujets seulement. D'une part, le pétrole. D'autre part, Monsanto, on peut comprendre beaucoup de choses sur la façon dont les choses se décident aujourd'hui. Mais ce qui était surtout remarquable dans cet ouvrage sur le pétrole, donc Pétrole, une guerre d'un siècle, et édition Jean-Cyril Godefroy 2007, je crois qu'il l'a réédité, mais il doit être assez difficilement trouvable en format papier. Mais ce qui était extrêmement intéressant dans ce livre, c'est qu'il parlait non pas uniquement du pétrole en tant que tel, mais surtout du pétrole en tant qu'accélérateur de la financiarisation du monde. Et ça, c'est l'élément qu'il faut absolument comprendre au-delà de la matière première stratégique. Déjà, on mesure peu, à vrai dire, parce qu'on l'étudie trop peu, parce que nous sommes habitués au confort, à quel point le pétrole a changé beaucoup nos vies. Vous avez un autre livre remarquable là-dessus qui est plus récent, c'est le Ozano 2015. Mathieu Ozano, je crois. Pétrole, je crois. Je ne sais plus exactement le titre, mais je crois que ça s'appelle Or Noir. Il y a peut-être un sous-titre. Toujours dit que là, pour le coup, sociologiquement, c'est extrêmement intéressant, mais l'ouvrage d'Engdahl, donc sorti avant, était vraiment remarquable sur l'aspect des interdépendances et du lien avec le mondialisme. Et aussi avec l'état profond, je pense que ce dont on va reparler. Mais c'était vraiment remarquable. Ça, c'était le premier auteur. Et le deuxième, alors? Le deuxième, c'est Steve Petchenik. Oui. Steve Petchenik, qu'on ne sait jamais prononcer parce que ça se... C'est pour ça, quand j'ai vu ça, je me dis, il va le prononcer. Hein. Parce qu'en fait, il faut relier ça au Petcheneg, qui était un peuple du nord de la Caspienne. C'est initialement un juif ashkénaze donc d'Europe de l'Est, l'empire des Khazars, en fait, les Khazars. Bah oui. C'était épicentré sur Kiev, mais ça allait jusqu'à la Caspienne, donc je pense qu'il y a un lien historique. Mais avant tout, c'est l'un des plus grands lanceurs d'alerte du renseignement militaire américain, donc la DIA,
qui avait d'ailleurs été le premier à dire, il a eu vraiment tout un arrière-plan intéressant. Il a fait des assassinats, il a été négociateur durant les accords de Camp David en 1978. Il a également été en avril 2002 le premier lanceur d'alerte avec une énorme crédibilité. C'est l'ancien numéro 3 de la diplomatie américaine sous 5 administrations différentes. Donc ce n'est pas tout à fait quelqu'un qui est béotien en matière de questions stratégiques. C'est vraiment l'état profond, enfin en tout cas, c'est un représentant voilà, de il cet en a état fait profond. partie et Ouais. il en est sorti à l'époque du 11 septembre 2001, Donc, en ayant compris ce qui s'était tramé. Ah, et donc en avril il 2002, nous donne des clés. en avril 2002, il a tout dit. En avril 2002, il a tout dit. Ouais. Et dès cette époque-là, jusqu'à quel point puis-je le dire, il disait par exemple que Ben Laden était mort en décembre 2001. C'est également ce que le renseignement français avait dit en sous-main à l'époque. Par exemple, que ce n'était pas lui directement qui a fait le coup, par contre qu'il y a eu de sales liaisons entre eux. Alors, il faut vraiment comprendre, quand on parle d'état profond, Peter Dale Scott 2015, l'état profond dans son vrai sens, c'est l'alliance entre la haute banque, ce qu'on appellerait la haute banque, les pétroliers et le complexe militaro-industriel. Mais les premières dominent les deux suivantes composantes. C'est-à-dire que quand on parle de Eisenhower et du discours sur le CMI, le complexe militaro-industriel, en réalité, ce n'est pas lui qui contrôle. Mais vraiment, il faut comprendre l'état profond comme une alliance quelque part cohérente, logique, parce que les guerres du pétrole sont liées à la finance, et donc vous avez le complexe militaro-industriel, etc. Donc voilà, tous ces éléments-là sont sortis, mais il faut vraiment être précis quand on source quelque chose et quand on parle de quelque chose. Bon, on parlera plus longuement de vos mentors la prochaine fois. Ce que je sais, c'est que vous avez été tenté pas seulement par l'influence, le lobbying, mais aussi par l'armée. Vous auriez pu faire une carrière dans l'armée, puis vous ne l'avez finalement pas faite. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'en ai pris conscience un peu tardivement. C'est-à-dire qu'après mes études arrivées sur le marché du travail en 2008, j'ai compris qu'il fallait globalement, pour travailler dans le lobbying, être globalement un fils à papa. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre d'avoir des stages sous-payés pendant trop longtemps, et ce n'est qu'après coup, en fait, au bout de 2-3 ans de galère que je l'ai compris. Et j'ai repensé à l'armée à ce moment-là, mais c'est surtout parce que j'ai un arrière-plan, on va dire, militaire dans ma famille, mais aussi pour des raisons familiales. Par rapport à une époque dans laquelle on est très démilitarisé d'une part, et d'autre part également un complexe assez gynocratique dans ma famille qui a fait que, globalement, on m'a dissuadé de l'armée, et rétrospectivement, je ne le comprends qu'aujourd'hui, en comparant la carrière avec des amis, j'ai un très, très bon ami du renseignement militaire, je regrette un peu de n'avoir pas été militaire. Par contre, il y a quelque chose à un moment qui a été intéressant pour moi, c'est que en 2010, j'ai fait partie d'un programme d'ORHN, officier de réserve de haut niveau. Donc tout allait très bien se passer jusqu'à ce qu'un colonel me pose une question sur la guerre d'Afghanistan. Et j'ai osé dire, on était peu après l'embuscade d'Ouzbine, que nos hommes là-bas ne mouraient pas pour les intérêts stratégiques français, et que nous devrions être davantage circonspects concernant les guerres américaines pour le pétrole ou pour la drogue, anglo-américaine. Mais François Fillon nous avait dit pourquoi on y était allé. C'était contre le voile, contre les femmes. Bien sûr. Il faut faire en sorte que les femmes n'aient plus de voile. Vous savez, Bien c'était sûr. important. En France, elles pouvaient toutes le porter, mais par contre, en Afghanistan, non, surtout pas. Bien N'est-ce sûr, pas, François bien sûr. Fillon? Alors que quand on voit les enjeux stratégiques derrière, les jeux pétroliers, et la drogue, il y avait des choses louches. Et à l'époque, il m'a dit, on ne choisit pas sa mission. Je n'ai pas totalement compris sur le coup que cette réponse était éliminatoire, mais je l'ai compris après. Puis, 6 mois après, j'ai eu un trouble de santé qui m'a réellement posé problème. Ça, c'est un autre drame de ma vie. Je suis moitié sourd de l'oreille gauche aujourd'hui, en ayant, après, on va dire, un choc émotionnel, après avoir travaillé dans un métier de chasseur de tête dans lequel je devais mentir comme un arracheur de dents. Et pour moi, c'était d'une violence, mais bon, je ne vais pas développer là-dessus. Néanmoins, oui, j'ai regretté de ne pas avoir l'arrière-plan militaire, et c'est surtout que je pense que c'est ça explique formateur. ça explique pourquoi vous le recherchez finalement. Je fais de la psychanalyse sauvage en direct. Je comprends mieux pourquoi cette recherche du sens en permanence dans vos écrits, parce que vous n'êtes pas sans connaître le rapprochement qu'on doit faire entre la surdité et l'absurdité. Ça serait tout à fait cohérent, parce que j'ai estimé que c'était absurde. En oui. fait, les chasseurs de tête, c'est un métier qui devrait être interdit de mon point de vue, du point de vue du sens de l'État, c'est-à-dire que pour moi, c'était d'une violence, parce que je devais mentir tous les jours pour me faire passer pour qui, la CCI, qui, le copain du machin, du mécano, etc., pour aller débusquer des gens et pour débaucher des gens qu'une entreprise avait formés, parfois des petits artisans, pour les faire recruter par un groupe plus grand qui pouvait se payer un cabinet de chasseurs de tête. C'est honteux, ça ne devrait pas être autorisé. Par contre, moi j'ai été fasciné à l'époque. J'avais une collègue qui mentait comme une arracheuse de dents, mais elle le faisait avec une telle compétence.
n'importe qui avait envie d'être copain avec elle, juste après. Mais désarmante de naturel. Vous n'en avez pas fait votre épouse. Non, pas tout à fait. Mais à l'époque, j'étais beaucoup moins expert sur ces questions-là. Néanmoins, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'humour. Mais à l'époque, ça a été En fait, j'ai eu toute une tension qui s'est localisée dans ma nuque et j'ai compris aujourd'hui que ça m'avait déplacé une vertèbre, mais ça a été terrible pour moi. Le mensonge, c'est un des propres, pas que de la femme, c'est le propre de l'homme en général. Dual. Il y a des vraies raisons parfois de mentir, les pieux mensonges. Ah oui, non, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les hommes disent en général. Non, en réalité, moi, j'ai c'est beaucoup typique. de mal. Hein. Alors, je rejoins plutôt l'officier para. Mon père a fait son service militaire dans les paras et m'avait dit qu'il avait connu les anciens sous-off d'Indo et d'Algérie. Et une phrase qui m'est toujours restée, c'est tant qu'à prendre des trous, autant les prendre de face. Non, moi, je ne passe pas, j'ai beaucoup de mal à mentir, et les rares moments où j'essaye, ça ne marche pas, parce que, pas sur ces questions-là, en fait. J'estime que notre monde est déjà le produit de beaucoup trop de mensonges pour en rajouter moi-même. Et avec les femmes y compris, je peux avoir une conception quelque part élastique de la monogamie, mais je dis les choses. Alors, vous êtes normand d'origine, ça c'est important, vos racines. Ça sera la dernière question avant de passer au thème. Tout à fait, ça m'a beaucoup... En fait, avant tout, pour différentes raisons, mais notamment parce que mes grands-parents, en fait, ont commencé en tant que boulangers vraiment à partir de rien. Et de la Normandie, il y a aussi la conscience de l'histoire et peut-être même une certaine circonspection par rapport à l'histoire. Parce que la Normandie a toujours été globalement la cible des déstabilisations anglaises, par exemple, historiquement, sachant que le mondialisme tel que nous le connaissons est la suite de l'Empire britannique en réalité. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire en ce sens. Par exemple, on savait que le bombardement du Havre à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'était absolument pas nécessaire. Il a été réalisé, en fait, savent les Normands, parce que le port du Havre était un concurrent des ports anglais. C'est juste un exemple. Autre chose, à Dieppe, lors du raid Opération Jubilé en août 1942, Dieppe est le seul endroit dont la population aurait pu se soulever contre l'occupant, mais ne l'a pas fait avec intelligence en réalité, parce que sinon ça aurait été terrible pour la population. Et là, je pense que c'est la vraie circonspection normande, c'est-à-dire c'est pas forcément le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais on sait que quand il y a des enjeux stratégiques, il ne faut pas être comme le lapin dans les phares du 4x4. Et contrairement à ce que voulaient les Anglais, qui auraient détruit l'Allemagne jusqu'à la dernière goutte du sang français, dans ce contexte-là où des populations civiles sont face à une armée régulière, il faut être globalement, c'est tout le problème également derrière la résistance, c'est une mise en danger de la population civile, que de pousser la population civile à des actes terroristes, qu'une armée d'occupation en pleine puissance de ses moyens va prendre avec en réalité très peu de philosophie. À l'époque de Napoléon, à l'époque de Jules César, c'était pareil. Eh bien, merci bien Jean-Maxime Corneille. On revient maintenant sur cet article que vous avez commis dans Géopolitique profonde de novembre 2023, 5 siècles de subversion internationaliste. Le temps de lire peut-être un ou deux messages, puisque Lara n'est pas là et qu'elle n'a pas pu lire les messages de la semaine précédente quand vous avez promis et que je n'ai pas avec moi, je vais au moins lire les premiers messages qui me sont parvenus sur cette semaine. Et puis je vais faire dans l'autosatisfaction, puisque une auditrice, bravo Nicolas, bon, c'est bien ça. Hein. Ah mais qu'est-ce que ça fait du bien, votre bon sens allégé par l'humour, car on ne va pas tous se flinguer devant autant d'ineptie, de mépris et de non-assistance à personne en danger, sans parler des crimes et du massacre des innocents mis au rang des faits divers. Et comme l'aurait dit Lara, à sens unique. Mon Dieu, quelle horreur. Merci de dire ce que l'on pense. Une auditrice encore, bonsoir à tous, merci Monsieur Stocker d'utiliser pogrom pour nous, les blancs et cathos, je suppose. Bonne émission, belle chronique. Allez, dans ce livre journal de Géopolitique profonde, donc, nous recevons donc l'analyste français juriste Jean-Maxime Corneille. Vous écrivez donc dans Géopolitique profonde de novembre 2023, Jean-Maxime, ça sera ma première question. Je vous cite d'abord. Vous expliquez comprendre le djihadisme dans le contexte de 5 siècles de subversion financière internationaliste ayant sans cesse orchestré des troubles et instrumentalisé des troupes irrégulières plus ou moins mercenaires ou fanatiques. C'est en ayant la conscience d'une dynamique géostratégique et géoéconomique de 5 siècles au moins que peut être mieux comprise l'actualité brûlante du Moyen-Orient et le risque de guerre civile artificielle, dites-vous, en France,
qu'il nous s'agit à présent de conjurer. Vous précisez voir le djihadisme sous un nouvel angle, Jean-Maxime, celui non pas d'un épiphénomène récent, mais bien plutôt de l'énième nouvelle apparence que prend une constante ancienne et multiforme. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir un peu ces quelques points déjà? C'est ma première question. Alors, c'est vraiment une synthèse en réalité d'énormes sommes, et une synthèse qui est trop peu réalisée de fait, mais je comprends aujourd'hui pourquoi elle est trop peu faite, parce qu'il faut vraiment croiser beaucoup de sources, et je pense aussi que l'intelligence et la capacité à relier ces connaissances. J'enfonce évidemment une porte ouverte, mais c'est vraiment par un croisement de sources que je suis arrivé à ce genre à cette conclusion qui est pour moi absolument évidente, notamment à partir de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le lien concernant l'histoire du pétrole. Ce n'est pas uniquement la matière première stratégique, mais c'est son rapport à la finance. C'est en quoi le pétrole a été la nouvelle matière première stratégique, très facile à exploiter et extraordinairement profitable. On parlerait en droit d'une intensité capitalistique. Et dans ce contexte-là, le rapport entre guerre et finance, c'est récent, enfin, il y a eu une aggravation récente. Clairement, depuis l'histoire du pétrole, on peut dire complètement que c'est vieux comme le monde, mais l'aggravation récente, et surtout donc à partir de l'histoire du pétrole, puis des années 70, initialement, c'est en travaillant en fait sur la guerre d'Algérie, et sur la question des guerres illégitimes. Pourquoi les guerres illégitimes? Et finalement, quand on relie les points, l'Algérie, les révolutions 1789, la Russie en 1917, la Russie des années 1990, les rapports dont je parlais entre le pétrole et Monsanto. Je me suis donc aperçu, spécialement par la guerre d'Algérie, qu'il y avait deux lectures différentes. Il y avait une lecture religieuse en apparence, mais en réalité une lecture stratégique derrière. Et vous voyez qu'en fait, dans l'histoire, il y a des moments qui émaillent cela, par exemple. Vous avez eu, ça c'est en étudiant l'histoire du pétrole, en 1958, vous avez un renversement du Premier ministre à l'époque, Nouri al-Saïd, et les agents d'influence des médias PC à l'époque disaient c'est un grand, comme un printemps arabe avant l'heure, c'est-à-dire le peuple se rebelle contre une créature anglaise. Sauf que Pierre Rossi à l'époque, le patron de la CFP, futur Total, disait qu'il avait rencontré un émissaire du renseignement britannique qui lui avait dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un changement de personnel dirigeant ». À partir de ça, vous avez la réflexion dès cette époque-là des printemps arabes, c'est-à-dire du fait que on voyait à l'époque que le Coran, globalement les Britanniques misaient sur le Coran pour des enjeux stratégiques pour garantir leur présence. Mais après, si on s'intéresse en fait aux publications initiées, je m'intéresse bien plus aux publications du renseignement ou des militaires plutôt qu'aux idéologues. Le pétrole est vraiment un sujet fascinant. Je vous ai parlé donc de William Engdahl. Il y a également Pierre Fontaine qui parlait durant la guerre d'Algérie, Pierre Fontaine, grand expert dans le domaine du pétrole, parlait du fait que, c'est peu connu aujourd'hui, mais les premiers djihadistes de l'époque de la guerre d'Algérie étaient des Sénoussis de Libye parachutés par les Britanniques avec des armements allemands. Qui sait ça aujourd'hui? Ça devrait éveiller notre attention. Fascinant, oui. Donc la question de l'influence anglo-américaine derrière, et je rajouterai également israélienne, ça c'est en voyant Roger Vibo et également Roger Trinquier qu'on comprend mieux ces choses-là. Mais si vous rapprochez ça avec... En fait, c'était en travaillant, et là je vais boucler ma boucle, c'était en travaillant sur la traduction de l'ouvrage d'Engdahl qui s'appelle « Le charme discret du djihad », sur la continuité de l'histoire pétrolière, l'instrumentalisation du djihadisme. Et je m'étais aperçu en fait en travaillant dessus, les intuitions, vous savez, c'est quelque chose comme 95% de travail et après 5% d'inspiration qui ne vient qu'après. Et je me suis aperçu en fait qu'en rapprochant ça d'une très grosse somme qui existe aux éditions Chiré, la face cachée du monde occidental de Jean Lombard Cœur de Roi, qu'en réalité, ce dont on parle aujourd'hui à l'époque du djihadisme, ça existait dès le XVIe siècle. Ça s'appelait à l'époque les gueux de mer. Donc je développe ça dans l'article, mais il y a vraiment une constante en fait, de l'utilisation de troupes irrégulières, mercenaires, dans les mêmes buts à chaque fois. Oui. On l'a vu avec l'EI, entre autres. Ça, c'est évident. Et on peut se demander, des fois, quand on les voit tous masqués, qui est derrière le Hamas. Alors, vous évoquez dans cet article aussi la crainte des élites oligarchiques de voir des classes moyennes émergentes contester leur domination et la perspective d'une nouvelle guerre contre la terreur, servant en réalité à terroriser toute l'humanité, mais dont l'enjeu n'est pas, selon vous, la religion. Les buts, au demeurant, sont fort pragmatiques, dites-vous, simplement relatifs au pouvoir
pouvoir et à la monopolisation des sources de richesse mondiale, quels qu'en soient les moyens, et même si de lourds enjeux religieux sont bien souvent utilisés. Mais pour camoufler, dites-vous, les enjeux, et vous précisez, il est bon de garder à l'esprit que les guerres sont menées avant tout pour des intérêts et seulement après pour des religions. On habille, écrivez-vous, par contre, bien souvent des guerres d'intérêt avec de nobles motifs religieux. Vous leur donnez une apparence de légitimité et une cause explicative aux yeux du plus grand nombre sur laquelle des médias ensuite politiquement corrects vont pouvoir conjecturer sur le sujet. C'est une perspective, une analyse qui est relativement matérialiste, que vous dites non marxiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors avant tout, c'est du déni stratégique. Le déni stratégique, c'est historiquement la constante de l'Empire britannique, mais c'est la constante de tous les empires. Aucun empire n'a jamais prétendu lutter contre le mal. Pour le mal, pardon. Dans le sens où, à chaque fois, on est en place pour la démocratie, on crée des guerres Bien pour sûr. de belles raisons. Mais en réalité, on les fait pour des matières premières. Vous avez la guerre des bourgs à l'époque, c'était pour le diamant, c'était pour l'or de l'Afrique du Sud. Et vous avez également un excellent exemple à travers Xavier de Hautecloque. Ça, c'est vraiment la source qu'il faut connaître. C'est le cousin du maréchal Leclerc, Philippe de Hautecloque. Dans Le Turban vert en 1930, il racontait à l'époque comment les Britanniques à l'époque ont créé artificiellement le terrorisme djihadiste de cette époque-là. On est en 1930. Il cite également une de ses entrevues qu'il avait eues avec Laurence d'Arabie qui lui parlait du cuirassé britannique Queen Elizabeth qui marchait au mazout. Et il comprenait que tout ça, c'était pour le pétrole. Donc ça, c'est vraiment la vieille expertise coloniale française qu'il nous faut garder à l'esprit. Par extension, dans l'actualité aujourd'hui, vous voyez toujours qu'il y a une logique. En fait, les logiques de développement sont cassées. Et en échange, vous les remplacez par des logiques d'hyperconcentration monopolistique, toujours pareil, de tout ce qui rapporte de l'argent. Et la terreur, et notamment religieuse, n'est en réalité qu'une diversion. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment à répétition. Alors le but final, dites-vous, finalement de tout ce qui se passe, c'est le ciblage et le remplacement des États-nations stables. On a eu plusieurs invités dans les premières émissions de Géopolitique Profonde qui insistent sur la volonté de destruction de ces États-nations et qui vont permettre la monopolisation globale de toutes les sources de richesse indépendamment des États, et ce, quel qu'en soit le prétexte. C'est bien ça ? Oui. De fait, c'est ça, mais ça suppose de comprendre en réalité le rôle de l'État. Ce que je trouve significatif, c'est que quand on regarde les sites institutionnels français, l'État n'est nullement défini, nulle part. Et ça devrait éveiller notre attention, parce que c'est en réalité l'indice d'un détournement. Et ça, c'est vraiment l'élément de langage qu'il nous faut avoir en tête aujourd'hui. Un détournement de l'État. Contrairement à la propagande globalement communiste marxiste, c'est-à-dire que l'État soit par essence la structure d'écrabouillage du peuple. Ça, c'est faux, c'est un mensonge marxiste-léniniste. N'empêche qu'aujourd'hui, nous aboutissons à une réalité dans un contexte dans lequel c'est vrai, c'est-à-dire que l'État est détourné aujourd'hui. Et en réalité, il faut revenir à ce que j'appelle le triple rôle de l'État. Normalement, l'État, avant tout, c'est la structure de protection du peuple. Par extension, avant tout, à partir de Gaulle, dans l'idée, avant tout contre la menace physique. L'État protège le peuple contre la menace physique. Mais je dis que l'État doit aussi protéger le peuple contre deux autres types de menaces. Deuxièmement, donc, la menace financière, mais également, troisièmement, la menace idéologique. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que, en tant que financier, vous pouvez payer des idéologues pour convaincre le peuple de sa propre perte. Et ça serait la définition des idéologies. J'ai d'autres, mais ça sera mes prochains articles là-dessus, qu'il est, je pense, vital de comprendre. C'est-à-dire qu'une idéologie, quelque part, c'est une construction d'idées artificielles qui a prétention, deuxième point, à remplacer la réalité, mais qui aboutit à la destruction de ce qui l'endosse. Ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. En tout cas, clairement, aujourd'hui, l'État est totalement poreux par rapport à ça. On laisse, je dirais, les portes sont grandes ouvertes à l'idéologie, aux idéologies venant de l'étranger. Exactement. Alors, vous allez même plus loin. Après, bon, on développera pas peut-être la prochaine fois un peu sur
les personnes qui pourraient dire, enfin c'est quand même un véritable bréviaire complotiste, tout ce qu'on entend là. On reviendra dans une autre émission sur le complotisme pour en rire. D'ailleurs, on en rit beaucoup de cette accusation de complotisme dans ce libre journal de géopolitique profonde. Un auditeur, bien ce que dit votre invité, bien au sens bravo, la démocratie comme système le plus influençable et le représentant de la société civile comme émanation du lobbying le plus intense. Vous allez donc plus loin et vous dites qu'il y a une volonté délibérée d'abrutissement des populations par les mondialistes et cette idée de choquer les populations civiles aujourd'hui, donc la stratégie donc dite du choc. Vous parlez entre autres des grands attentats terroristes, des nouvelles guerres traumatisantes. Vous parlez du 11 septembre 2001, de la guerre en Irak en 2003. Et vous écrivez, c'est l'un des sujets les plus dérangeants pour l'esprit à notre époque, car il implique d'envisager que nous puissions au moins partiellement être gouvernés, dites-vous, par des psychopathes dénués d'empathie. C'est un vrai sujet et en réalité c'est sous-étudié en effet. Je tire cette idée en réalité de l'étude des dissidents de l'Est et notamment d'un étonnant personnage, un Solzhenitsyn polonais que personne ne connaît, le docteur Andriy Łobaczewski. C'est un L-barré polonais. On pourrait demander à Mike. Borowski, ouais. Łobaczewski, qui a écrit un livre étonnant qui s'appelle Ponérologie. À partir de ponéros, le mal en grec, l'étude sur la genèse du mal en politique. La question c'est comment des humains peuvent créer des systèmes inhumains. C'est ça. Et il arrive à la conclusion. C'est la première enquête scientifique faite dans la Pologne communiste des années 80. Des scientifiques sont morts pour avoir créé cette enquête-là. Et il arrivait au diagnostic en réalité que au final, dans toute communauté humaine, vous avez quelque chose comme 4 à 6% de psychopathes. Je vais en parler dans mes articles suivants, dans le sens où vous allez voir que ce que je vais produire va être une continuité. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'ajouter des maladies mentales artificiellement suscitées. Vous avez 4 à 6% de psychopathes, admettons cette donnée. Déjà, il faudrait étudier comment, par la neurologie, comment ça se développe. Mais si vous étudiez la neurologie, vous voyez par exemple qu'on peut parler de sociopathie acquise durant l'enfance, par exemple. C'est-à-dire que par un mélange d'enfants mal aimés ou de brimades, etc. Oui, mais ça en fait pas tous des psychopathes. Bien sûr. Mais moi, ma théorie, en tout cas ça vous aidera peut-être, c'est je crois assez dans l'analyse freudienne des trois grands principes que sont névrose, psychose et perversion. Le psychopathe, c'est un pervers qui passe à l'acte. À mon avis, c'est ça. Et c'est pour ça que d'un tiers, on en arrive à quelques pourcents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les concentrer. On sait que parmi les traders, vous avez 15 à 20% de psychopathes potentiellement. Ah oui, donc là, il y a une surreprésentation. Si vous voyez également ce que disait Jérôme Kerviel, il disait que les gens étaient poussés à penser réellement comme des psychopathes, des sociopathes, c'est-à-dire à faire de l'argent sur les attentats. Lui parlait des attentats de Londres, etc. Ce qui veut dire donc que vous pouvez avoir, en tout cas, des systèmes politiques ou des systèmes de décision qui renferment une anormale proportion de psychopathes. Par extension à ça, si vous avez vraiment des systèmes de pensée, voire des religions, regardez les djihadistes, regardez d'autres types de fanatisme, vous pouvez avoir réellement, et là c'est l'explication difficile derrière les dissidents de l'Est, ce qui a été constaté, vous avez eu des bourreaux bolcheviks qui ont buté de leurs mains 60 000 personnes. Certains sont devenus fous. C'était les fils Stolyepine qui racontaient ça. C'est très peu connu, mais il faut étudier les dissidents de l'Est, parce que ce qu'ils ont diagnostiqué, souvent des esprits puissants, en tout cas ceux qui ont survécu sont devenus des esprits surpuissants, ont diagnostiqué des leçons qui sont absolument déclinables ou réutilisables à notre époque. Je pourrais rajouter là-dessus que j'ai été prof d'allemand. Je disais à mes élèves avant le Covid que on ne vous apprend pas correctement comment le bolchevisme a été possible, puis comment le nazisme a été possible, parce qu'il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre. Je vous dis qu'on ne vous l'apprend pas correctement parce que ce mécanisme-là peut encore resservir demain. C'était juste avant le Covid. Eh oui. Alors, dans cet article très intéressant, il y a un développement historique depuis le XVIe siècle. Vraiment, je vous encourage à vous procurer cette revue de géopolitique profonde. Cet article de Jean-Maxime Corneille est passionnant. On va revenir à nos moutons noirs. Et on finira, je dirais, une question générale. On va pas en dire trop quand même de ce que vous avez pu écrire. Sur, là, cette fois-ci, le cas concret du Moyen-Orient, vous parlez à un moment donné de tendance lourde qui serait celle du Grand Israël, vous dites qu'il y a ce risque, même s'il a décru depuis l'intervention de la Russie en Syrie et de l'intervention aussi de l'Iran
d'une nouvelle guerre mondiale avec une assimilation fallacieuse, dites-vous, de tous les musulmans à 3 courants djihadistes principaux, wahhabites, fréristes et gulenistes. Et donc, est-ce que vous pouvez, ce que vous venez de nous dire, l'appliquer un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, entre la bande de Gaza et l'État d'Israël? Alors je m'aperçois en effet que c'est assez terrible parce que le temps passe et en réalité j'ai à peine évoqué ce dont je parle dans l'article parce qu'en réalité j'avais pris quelques petites bribes de notes à vous amener, mais le sujet est tellement riche et je l'ai en réalité synthétisé d'une façon je pense utile en fait, parce que mon idée c'était d'écrire pour globalement les gens qui n'ont pas le temps de faire ce que moi j'ai fait, et je peux vous dire que ce sont des croisements de sources, de fait je dis en plaisantant que je suis devenu un intellectuel malgré moi, alors que je suis bien plus un instinctif. Mais bon, il faut aller vers sa faiblesse, et partant de là... Allez, dites-nous sur le Moyen-Orient, parce que là, on vient encore de perdre 2 minutes, il ne reste plus que 5 minutes. Mais tout à fait. À partir du Charme discret du djihad, donc le livre que j'avais traduit, j'avais vu qu'il y avait une constante, et en réalité, j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, Xavier de Hautecloque en 1930, qui parlait de cette création artificielle du djihadisme. Oui. Je connais également quelqu'un dont le père était officier en Égypte dans les années 30, qui disait Hassan al-Banna, le patron, enfin le fondateur de la confrérie des frères musulmans, prenait ses ordres toutes les semaines à la base aérienne britannique égyptienne de Zagazig. Ceci devrait encore une fois éveiller notre attention. Donc par extension, l'idée du djihadisme tel qu'on nous l'a vendu à l'occasion d'une part des printemps arabes puis après de l'État islamique, en réalité vous avez les plus grands lanceurs d'alerte, notamment de l'armée américaine, qui ont tout dit là-dessus. C'est-à-dire que ce sont les alliés de l'Occident qui ont créé artificiellement l'État islamique pour des raisons qui les regardaient, pour des raisons géopolitiques, et aujourd'hui c'est évident. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce narratif ne tient plus depuis l'intervention russe en septembre 2015. C'est-à-dire qu'on nous a vendu avant l'inéluctabilité d'un choc des civilisations, qui en réalité historiquement est faux. Je vous renvoie également aux travaux de mon ami Youssef Indy, justement là-dessus. C'est une idéologie artificielle. Alors ça c'est votre ami, c'est pas nécessairement le mien. Je tiens à vous le dire. Mais le sujet n'est pas celui-là. Chacun cherche la vérité comme il peut, et il faut... Non mais je crois qu'on lit mal Huntington déjà pour commencer, parce qu'il n'a jamais parlé réellement de choc de civilisation tel que la Vulgate l'explique aujourd'hui. Bien sûr, mais l'exploitation médiatique c'est la seule qui m'intéresse. L'exploitation médiatique, psychopolitique et belliciste au final. Parce que la réalité, c'est qu'on nous pousse vraiment vers un narratif dans lequel le djihadisme est vu comme une réalité absolument monolithique, alors qu'historiquement, elle est artificielle. C'est uniquement cette expertise purement française d'origine coloniale qui m'intéresse, et rapportée aujourd'hui à ce que disent les plus grands lanceurs d'alerte. C'est vrai que je suis en lien avec des gens bien informés, et quand je dis ces choses-là, ce n'est pas totalement un hasard. Je dis qu'il y a une cohérence, mais qu'aujourd'hui, il y a une concurrence de deux narratifs différents. C'est-à-dire ? Entre d'un côté, globalement, cette idée du choc des civilisations qu'on nous vend tous les jours. Ouais, ça c'est un narratif. Et l'autre ? L'autre, globalement, ça serait... Non, oui, dans le sens où vous avez raison que ça ne serait pas réellement un narratif, ça serait la réalité concurrente, c'est-à-dire les logiques du travail des services, qui d'ailleurs est assez similaire au travail du lobby, c'est-à-dire la création artificielle de ce qu'on appelle des grassroots movements, c'est-à-dire des mouvements artificiels ou des terroristes artificiels, et de fait, les initiés du renseignement de toutes les nations ont parlé de ce genre de choses. Parfois, on crée des fonds de libération de machin pour emmerder le pétrole du voisin. Jean-Maxime, vous vous rendez compte quand même de ce que vous dites, c'est-à-dire que par rapport à ce que les gens entendent tous les jours dans les médias, donc les médias politiquement correct, PC, voilà, comme vous dites, ce que vous dites va tellement à l'opposé. Imaginez, alors qu'on est en plein choc émotionnel aujourd'hui suite aux événements du 7 octobre, vous parlez pratiquement en tout cas, vous employez le mot artificiel. Bien sûr, mais ça m'est totalement égal. Je vais vous dire une chose. En général, il ne faut pas trop... avec un petit brin aristocratique là-dedans, je pourrais dire que une boutade. Il ne faut pas trop se soucier de ce que pensent les gens, parce que premièrement, ils le font rarement. Deuxièmement, ils vont tous mourir. C'est-à-dire que les guerres mondiales artificielles, on y meurt tous. Et au début des guerres mondiales, quand vous étudiez vraiment les sources contradictoires, chacun pensait qu'elles seraient courtes. Chacun pensait que ça serait tantôt la guerre fraîche et joyeuse, tantôt qu'on allait trouver un arrangement avec les Britanniques, etc. Il y a eu des millions de morts à l'arrivée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me soucie pas de ce que pensent les gens, et encore moins des agents d'influence ou des idéologues.
Je croise les sources à partir des sources que j'estime les plus fiables. Et Dieu sait si j'ai du biscuit, vous verrez la bio de l'article. Vous considérez comme un lanceur d'alerte quand même par rapport à ça. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on essaie de nous vendre, c'est-à-dire une nouvelle guerre mondiale contre le djihadisme, vous expliquez les soubassements pour justement la désamorcer. Avant tout, je suis un analyste au sens du renseignement. Lanceur d'alerte par extension, oui, mais c'est en plus un terme qui a été récemment dévoyé par des jeux justement de lobbying. Néanmoins, de fait, s'il s'agit... En fait, le professeur Raoul parlait du fait qu'une vigie au-dessus d'un navire est le premier à voir l'info. Mais avant tout, moi, ce que j'ai fait, c'est plutôt un travail d'analyse, de croisement de sources qui n'est plus fait aujourd'hui, mais à partir de sources qui existent. Je pourrais vous les citer, j'en ai vraiment des rafales. Il n'y a plus aucun travail de fait. C'est vraiment ce travail qui consiste à relayer les points qui est vraiment crucial aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci. On a hâte de vous retrouver dans quelques semaines pour développer tout ce qui a été à peine initié aujourd'hui. Je conseille vivement à nos auditeurs la revue de géopolitique profonde. C'est vrai parce que je n'en ai quasiment rien dit là en fait. Le sujet est tellement vaste. Eh ben, c'est tant mieux, ça donne envie justement d'acheter la revue et d'aller sur leur site de géopolitique profonde. Merci chers auditeurs de votre écoute. Je remercie donc Arnaud Biéguin et puis Jean-Maxime Corneille, l'analyste. Merci à vous. À très bientôt et merci à tous chers auditeurs. À très bientôt sur Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le libre journal de géopolitique profonde dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 25 novembre 2023 de 9h à 10h30 et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.